pour les organisateurs de cet événement. Merci pour la chère Wilson, Vincent et merci David d'avoir vraiment fait une présentation très intéressante. Par ailleurs, tu as reçu plein de beaux commentaires sur le chat. Tu as en fait, j'ai noté beaucoup de choses. Tu as réussi à résumer un peu tout un écosystème financier en une demi-heure, ce qui est un défi assez important d'un système assez complexe, que je peux résumer peut-être très rapidement, donc avec les éléments, donc des nouvelles clientèles, des nouveaux actifs, les cryptoactifs, valeurs mobilières numériques, dématérialisation de la monnaie. Là, on se trouve avec des nouveaux moyens de financement, de nouveaux outils comme blockchain, le stablecoin, les contrats intelligents. Donc, j'essaie de mettre tout ça ensemble. La nouvelle banque, donc le système ouvert bancaire et beaucoup de nouvelles réglementations, en fait, qui vont suivre ce phénomène et cette évolution technologique que la COVID aussi a accéléré très, très rapidement. C'est vraiment, on est dans une période où le changement est provoqué. Là, on s'en va direct là, et très vite vers ces modifications-là technologiques et beaucoup de nouvelles entreprises fintech. Donc, c'est ça que j'ai retenu. C'est un très beau portrait que tu nous as présenté. Pour moi, comme chercheur académique, je m'intéresse à deux acteurs, en fait, de tout ce système-là, qui sont les consommateurs, parce que tu as justement dit qu'il y aura beaucoup de nouvelles clientèles, en fait, tous ceux qui utilisent le téléphone. Donc, on a beaucoup plus de consommateurs et étant donné qu'on est dans une période techno, donc on aura aussi beaucoup d'entreprises fintech vu ce virement technologique que nous vivons et qui nous attend par ailleurs. Donc, tu as réussi à piquer notre curiosité et notre enthousiasme autour de ce nouvel écosystème. Mais pour moi, les fintech soulèvent encore divers enjeux, divers questionnements, notamment au sujet des consommateurs de ces nouveaux produits financiers que j'aimerais un peu partager avec vous pour ajouter une dimension à ce portrait qui est les pratiques réelles entre les deux acteurs qui m'intéressent en fait, qui sont les consommateurs et les entreprises fintech, l'intermédiaire. Donc, pourquoi ça m'a interpellée, ces deux éléments? C'est parce que ça touche directement mes recherches que je mène présentement dans le cadre d'un chantier. Je dirige un chantier sur la protection des consommateurs de produits et services financiers, justement au CRDP, dans le cadre d'un grand projet de recherche Adage. Et j'aimerais partager un peu peut-être quelques constats que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant dans le cadre des recherches. Donc, dans ce chantier, je m'intéresse surtout à l'intermédiation. Donc, c'est la relation entre le consommateur financier et son intermédiaire. L'intermédiaire physique, que ce soit le conseiller financier, mais dans notre cas aujourd'hui, c'est l'intermédiaire technologique via plusieurs moyens, dont les fintech. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réglementation. Tu as dit, David, il y en a beaucoup. On pourrait passer des heures et des heures, mais dans mes recherches, ce que ça m'intéresse, c'est les pratiques réelles entre ces acteurs-là, donc le consommateur et son intermédiaire, et comment ces deux-là appliquent les réglementations. Les réglementations nous dictent des règles, mais comment ces deux acteurs les appliquent pour vrai. Je mène des recherches empiriques. Donc, c'est vraiment des entrevues sur le terrain avec des consommateurs, avec des intermédiaires, des sondages, toujours sur la pratique réelle entre ces acteurs-là. Et on sait que maintenant, on est dans l'économie j'utilise en fait, pour analyser les données que je recrute, j'utilise une approche de l'économie comportementale du droit qui est
une vision un peu loin, pas traditionnelle en droit, parce que l'économie comportementale du droit, ça touche le droit, l'économie, mais aussi la sociologie et un peu de psychologie. Pourquoi j'ai choisi cet angle-là? Parce que je voulais comprendre pourquoi les acteurs agissent d'une façon et non pas d'une autre. Alors, pourquoi un investisseur vend quand il doit acheter? Pourquoi les jeunes prennent plus de risques? Alors, ce sont les biais cognitifs qui affectent nos comportements, le comportement du consommateur. On est tous des consommateurs, en fait, et on prend des décisions dépendamment de nos expériences vécues. Donc, je m'intéresse surtout à cet aspect-là. Alors, tout récemment, en fait, et c'est ça que je veux partager très rapidement, j'ai réalisé une recherche exploratoire autour de 5 focus groups, avec 4 focus groups avec des consommateurs de produits et services financiers et 4 avec des intermédiaires. Les intermédiaires sont des vrais, donc c'est des personnes, des conseillers financiers, des courtiers, mais ça s'applique très bien. Vous allez voir que ça va s'appliquer très, très bien aussi lorsque l'intermédiaire est technologique. Alors, 5 constats très parlants que j'aimerais partager très rapidement. Donc, si on veut comprendre la pratique des acteurs, je dirais, il y a certaines variables qui jouent. Donc, c'est pas tous les consommateurs ne sont pas égaux dans leur comportement. Donc, il y a l'âge. Par exemple, les groupes de jeunes, on a constaté entre le groupe de 25 à 43 ans, ont des comportements très différents des mûrs, qu'on a appelés les mûrs, mais c'est entre 44 et 64 ans. Donc, les jeunes sont moins loyaux. S'ils ne sont pas satisfaits d'un service, ils vont le changer très rapidement. Aussi, ils prennent facilement des risques. Ils prennent des risques, contrairement aux mûrs que ils vont préférer parfois payer plus de frais et aller dans leur banque qu'ils connaissent depuis 10 ans ou rester dans le même produit, même s'il est perdant. Alors, ces groupes-là sont quand même affectés par des biais, comme par exemple pour les jeunes, je dirais, comme ils n'ont pas vécu l'expérience, alors il y a le biais de non-disponibilité en mémoire qui affecte son comportement et l'excès de confiance aussi. Bien sûr, il y a d'autres variables, hein, la condition sociale des personnes, il y a les conditions aussi, le niveau de scolarité joue un rôle. Deuxième constat, c'est le profil. On a pu, à partir de ces recherches-là, dessiner le profil de consommateur. Donc, et ça a confirmé, bien sûr, notre recherche autour de la littérature disponible. Donc, les consommateurs, c'est confirmé, ils ne lisent pas. Même s'ils lisent, ils ne vont pas comprendre. Ils ne connaissent pas les produits, pour vous dire la vérité. Et ils signent ou ils cliquent dans le CLA des fintech sans même lire. Ils n'ont aucune connaissance des recours. Ça veut dire s'il y a des problèmes ou des insatisfactions, à qui ils vont s'adresser. Normalement, ils vont s'adresser à la personne, au conseiller ou à la compagnie qui rend le service. Et ils ne connaissent pas les risques de la transaction parce que les risques, c'est une notion qui va apparaître seulement lorsqu'un événement déclencheur, par exemple dans le cas d'assurance, on qu'on n'est pas couvert jusqu'à ce qu'on a un problème et on découvre qu'on n'est pas couvert. Donc, voici le profil vraiment des consommateurs. Troisième constat, c'est sur quelle base ces acteurs fonctionnent ensemble? Un mot, la confiance. En fait, c'est la base de tout, ça veut dire ce système-là que tu nous as dessiné, David, s'il va bien fonctionner, c'est s'il y a confiance. C'est vraiment la base de toutes les relations humaines, mais aussi technologiques. Et la confiance, on a constaté 3 étapes. Donc, il y a la confiance qui vient au départ parce que, par exemple, un ami ou un comptable a recommandé le conseiller financier ou un service, une entreprise fintech quelconque. La confiance, la deuxième étape de la confiance, c'est la relation. Donc, quand l'intermédiaire et le consommateur sont ça fonctionne bien, l'intermédiaire répond vite aux questions, il rend un bon service, cette confiance va se fortifier.
Mais tout ça, croyez-moi, tout ça va vraiment chuter si un événement quelconque arrive sur le marché, tel que la fraude, une fraude quelconque, ou un événement comme la fuite des données personnelles. Et c'est pour cela que l'intermédiaire, on a senti dans les focus group qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des fraudes ni des fuites de données personnelles parce que ça peut vraiment nuire à tout le système. Donc, l'intermédiaire, par ce que je viens expliquer, il devient vraiment la seule source d'information pour le consommateur. Le consommateur n'a un lien, en fait, qu'avec cet intermédiaire. Donc, il devient le formateur, l'éducateur et la source de confiance. Et quand j'arrive à cette confiance-là, c'est vraiment, là, il incarne un rôle de protection de consommateur. Parce que si lui, il respecte vraiment les réglementations, il s'assure que son client a bien a pris les bonnes décisions. Donc, à ce moment-là, c'est lui, la protection du consommateur passe aussi par lui, non pas seulement par les réglementations, mais par le comportement et par les bonnes pratiques de cet intermédiaire. Quand on a demandé au focus group une question qui tue à la fin, si vous étiez en position de pouvoir, est-ce que vous réglementez pour favoriser la prudence des consommateurs vis-à-vis les conseillers ou vous soutenez les intermédiaires dans leur obligation d'information et de conseil? Alors, c'était clair que tout le monde a répondu soutenir les intermédiaires parce que c'est par eux vraiment que ça passe l'information et c'est eux qui sont à la base de la protection, une des bases importantes de protection. Si je pars avec tous ces constats-là et je les applique sur les fintechs, parce que c'est mon deuxième axe de recherche que je veux mener avec la professeure Sandrine Promtep de l'UQAM. Prochainement, on va mener des entrevues avec des entreprises fintech et avec des consommateurs, utilisateurs de ces fintechs. On part toutes les deux avec l'hypothèse que ce sont les fintechs qui possèdent les clés de la réussite de leur propre domaine sur lesquels repose largement la protection du consommateur. Comment ils peuvent y arriver? Par une meilleure communication, surtout lorsqu'ils communiquent les clauses importantes, les clauses de responsabilité, de consentement, et de protection des informations personnelles. Il faut dire que moi et Sandrine, on forme une équipe interdisciplinaire. Donc, moi, je vais regarder un peu plus le côté droit, comment les acteurs appliquent le droit. Mais elle, comme elle est en marketing, elle va regarder davantage l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Donc, avec ces deux expertises, on va pouvoir détecter un peu les meilleures pratiques et donner des recommandations pour ces deux acteurs dans leur relation ensemble. Alors, le plus il y a de transparence du côté de la fintech, le plus ils développent des modèles d'affaires rentables. Ça c'est notre hypothèse de départ. Pour terminer, parce que peut-être que j'ai utilisé peut-être mes 10 minutes, Vincent, je conclue avec deux choses en fait. Les réglementations, c'est important, mais ce qui est important dans la protection, selon moi, selon ma vision des choses, selon les résultats des recherches que j'ai menées, c'est les bonnes pratiques entre ces acteurs-là. Ce qui va aider vraiment au bon fonctionnement de cet écosystème, je crois que c'est quand les fintechs deviennent des partenaires d'affaires clés pour le consommateur et ensemble, ils peuvent créer une relation harmonieuse et une relation de confiance. Et la confiance, ça va aider aussi les compagnies de fintech de rayonner et de garder une réputation hors norme. La deuxième chose qui est basée sur les biais cognitifs que
que j'ai déjà mentionné. On croit aussi que les fintechs peuvent jouer un rôle positif dans la mitigation de plusieurs de ces biais, par exemple en attirant l'attention des consommateurs à des éléments les plus importants, aux risques qu'ils peuvent courir, etc. Et comme ça, ils peuvent jouer un rôle de protection pour protéger le consommateur de ses propres billets aussi. Alors, je peux terminer en disant, voilà, j'ai partagé un peu des constats. Il y a beaucoup de choses qui vont encore sortir. Vincent, je vais certainement revenir peut-être pour dévoiler d'autres choses. Mais déjà, on sait que pratiquement, les gens cliquent, acceptent les transactions et personne ne lit. Hein, et même s'ils lisent, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils lisent. Donc, c'est ça que je peux conclure là-dessus. Merci beaucoup.